Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dédié au basket français. Aujourd'hui, on va attaquer deux sujets. Le premier sujet, on parlera de Victor Wembanyama, qui est la nouvelle pépite du basket français, beaucoup sous le feu des projecteurs en ce moment grâce aux articles dans l'équipe et dans Basket Le Mag. On abordera également toute la question de la formation des jeunes en France, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les développe, et pour ça, je vous promets un plateau incroyable avec 4 invités. Alain Tinet, coach de Saint-Chamond qui évolue en Pro B, il est coach depuis 2010 dans ce club et il a entraîné par le passé des clubs comme Roanne, Cholet, Bourg-en-Bresse, Dijon, entre autres. Il a été élu coach de l'année en 92, champion de Pro B en 2010 et 2015, gros palmarès, grosse expérience pour nous parler de tout ce développement et de l'accompagnement des joueurs. On aura Yacine Awadi également qui est coach assistant au CSP Limoges depuis cet été, spécialiste du développement des joueurs. Il a notamment travaillé avec des joueurs référencés comme l'ancien Choletais Rudy Gobert, comme Luc Mba Amouté ou encore Sekou Doumbouya. Il a rejoint le staff de Mehdi Mari cet été. Romain Chenot, ancien coach assistant à l'Élan Chalon-sur-Saône et assistant coach au CSP Limoges également depuis cet été. Il a entraîné toutes les catégories de jeunes, sauf la catégorie minime à l'Élan Chalon. Champion de France Espoir, plus trophée du futur 2013, assistant en équipe de France U19 lors de l'été 2019, aux côtés de Mehdi Mari. Coïncidence, je ne crois pas. Dernier invité et pas des moindres, Sylvain Delorme, coach des U15 à l'Étoile Angers Basket depuis 7 saisons. Il était auparavant à Cholet Basket où il a été coach des équipes cadets jusqu'au professionnel en tant qu'assistant d'Herman Kunter sur la saison 2019-2020. Il est chargé du développement individuel. Il fait le doublé championnat trophée du futur sur les saisons 2017-2018 et 2018-2019 et il a notamment eu sous ses ordres des joueurs comme Kylian Hayes, Rudy Gobert, Abdoulaye Ndoye. Un gros casting pour parler de ce sujet dont on parle très peu. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre vos écouteurs et de vous lancer dans l'écoute de ce nouvel épisode. Très bonne écoute, à très vite. Bonjour à tous, merci messieurs de vous être joints à Thomas et à moi pour parler de formation et de Victor Wembanyama, effectivement, qui est gros sujet cette semaine en tout cas, puisque l'équipe en parle, Basket Le Mag en parle, beaucoup de médias en parlent depuis un petit moment, beaucoup de franchises NBA ou de clubs européens le surveillent, l'ont sur leur tablette. Donc l'idée c'est de pouvoir parler de Victor un petit peu, de rappeler son parcours en tout cas, et ensuite de se poser des questions sur est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop vite, est-ce qu'il est bien encadré, tout genre de questions qu'on peut poser sur un jeune de 16 ans. Et puis derrière, on enchaînera sur la formation et sur l'état de la formation en France aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs générations autour de la table et plusieurs évolutions. Donc on va pouvoir faire cette comparaison et regarder un petit peu comment ça s'est passé depuis une vingtaine d'années. Et notamment au travers de l'expérience d'Alain, du coup, qui va pouvoir nous partager tout ça. Si vous êtes prêts, messieurs, on va se lancer. L'idée, c'est qu'on fasse un petit récap du parcours de Victor, hein. Je pense que pour tous ceux qui ont lu Basket Le Mag, parce qu'il est sorti aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un peu son parcours, hein. Il jouait à Versailles en U11, détecté par le coach de Nanterre à ce moment-là, qui l'a ensuite invité à faire un rassemblement de minimes à Bourbourg en France pour pouvoir le voir évoluer. Il a tapé dans l'œil de Nanterre, qui l'a ensuite intégré à son effectif minime et les catégories supérieures, toujours surclassé sur ces catégories aujourd'hui, en NM1, en espoir INSEP, et puis avec les pros maintenant en compétition européenne. Donc c'est vrai que c'est un parcours un petit peu atypique, on peut le dire. Quel est votre point de vue sur ce joueur, votre analyse le concernant? Je ne sais pas qui veut commencer, Sylvain, Romain ou Alain en tout cas. On laisse l'honneur aux plus expérimentés d'entre nous. Bon, alors, je vais commencer. Déjà, moi, je préfère prendre que le prénom parce que le nom, j'ai du mal à le dire. Donc, c'est déjà un gros challenge. Donc, je crois que les qualificatifs, ils sont nombreux et ils sont mérités. Moi, j'ai rarement vu déjà un gamin de 16 ans de jouer en Jeep Elite. Ça, c'est déjà un record parce qu'il y a des joueurs qui ont été très précoces, mais c'est déjà un exploit. Donc, on l'a vu sur le dernier match, là, il a été performant. Il joue juste, mais ce qui est plus spectaculaire encore, non seulement l'âge, mais c'est surtout le physique, être capable, avec un physique tel qu'il a,
de 2,19 m, d'évoluer avec ce corps-là aussi facilement, quoi. On a l'impression qu'il est frêle, mais il a de très bons appuis, il est hyper délié, et puis techniquement, il est déjà prêt. Quand on voit le tir qu'il prend après un dribble entre les jambes et un 3 points et qu'il a failli marquer, tout est pratiquement parfait. Moi, je connais très peu parce que je l'ai vu jouer sur le dernier match de Jeep Elite, mais on voit qu'en 5 minutes, c'est un joueur hors norme, quoi. Il est vraiment au-dessus du lot et pour moi, ça sera à coup sûr un des plus grands joueurs dans les années à venir. Ça sera un joueur incontournable dans le basket mondial. Pour redonner un peu ces dimensions, c'est 2,18 m, il me semble, pour 101 kg. Voilà, donc 2,40 m d'envergure. Hein. 2,40 m d'envergure, effectivement. Oui, l'envergure est hyper importante. Voilà, on a dans Basket le Mag, il y a une photo qui est assez incroyable justement sur ce shoot en extension où on voit quasiment toute l'envergure totale, pied jusque main au-dessus de la tête, et c'est assez impressionnant, effectivement. Est-ce que tu partages l'avis, Robin? Ouais. Je pense qu'on ne trouvera pas grand monde qui ira dans le sens inverse. Non, moi, on en avait parlé quand il était effectivement très jeune, parce que les responsables du centre de formation à Nanterre, il y a quelques années, qui étaient Charles Dubebret et Maxence Broyer, avaient déjà un œil dessus, évidemment, donc ils m'en avaient déjà parlé, donc je l'avais vu assez jeune. Mais ouais, c'est fascinant. J'ai pas grand-chose à dire parce que tous les superlatifs ont été utilisés et je vois pas quelle inquiétude y apporter parce qu'en plus, il a l'air d'être effectivement très bien entouré. Il a l'air d'avoir des parents qui sont, qui sont de ce que je sais, d'anciens sportifs de très bon niveau. Il semble avoir une tête bien faite. Donc voilà, on ne l'y souhaite pas. Le seul peut-être truc qui pourrait le freiner à un moment, c'est un pépin physique, surtout avec ce profil un peu atypique. Mais en même temps, il a de l'agilité. Donc, contrairement à certains grands qu'on a vus par le passé, même les comparatifs avec Porzingis ou autres, il me semble encore plus agile que ces joueurs-là, ce qui quand même va le préserver un petit peu sur pas mal de blessures potentielles. Donc, effectivement, après, dans quelle manière il va se développer, dans quel registre il va se développer, ça reste encore un peu à réfléchir. Mais aucun doute, je rejoins Alain sur le fait que c'est un joueur qui va compter sur le plan mondial, aucun doute dans les années à venir. Pour faire un lien encore avec Basket le Mag, il y a une page dédiée où on voit le joueur, et puis dessus, il y a toutes les captures d'écran de tous les médias internationaux qui parlent de Victor, et c'est assez impressionnant. Effectivement, lui, il est dans la catégorie de jeunes et il est ciblé sur la draft 2023 pour la NBA, et il est considéré déjà par tous les médias et par tous les médias spécialistes comme étant le meilleur de sa catégorie d'âge, comme étant le futur numéro 1 de la draft. Est-ce que c'est un avis que tu partages, Yacine? Oui, déjà bonjour tout le monde. Mais ouais, c'est un avis de toute façon que je partage, c'est sûr. Pour rejoindre un petit peu Romain sur l'analyse, c'est difficile d'aller plus loin en termes de superlatifs concernant le joueur, c'est sûr. Maintenant, je pense quand même, malgré tout, faut être assez patient. Il faut attendre encore. Là, on est vraiment au début. Mais je pense que ce qui va être vraiment intéressant, c'est cette transition, cette transition qu'on va avoir entre le jeune Victor Wembanyama et son arrivée en fait dans le milieu professionnel. Quand je dis milieu professionnel, je parle vraiment d'intégrer pleinement un effectif professionnel, parce que très souvent les jeunes, si tu veux, ils ont une conception du sport qui, et d'ailleurs tu le lis assez régulièrement concernant Victor, c'est qu'on parle beaucoup de la notion de plaisir, parce que les jeunes ne voient le sport finalement qu'à travers cette notion-là. Et là, il va commencer à arriver dans une autre dynamique, qui est finalement, il va commencer à accrocher le monde professionnel. Et là, ça va être très différent. Et c'est justement ce passage-là qui va être intéressant, et de voir comment il va le traverser. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va le traverser de la bonne manière, parce que je pense qu'il est à l'endroit où il faut, déjà, parce que je pense que
Je trouve que c'est hyper positif de le voir aujourd'hui à Nanterre, c'est-à-dire chez lui, tout simplement parce qu'on sait tous, voilà, tous formateurs, entraîneurs, tout le monde sait que l'éloignement familial, social, c'est pas si évident que ça. Ça peut générer beaucoup de choses chez les jeunes, ça peut générer de la frustration, ça peut des fois expliquer des contre-performances parce que c'est pas évident d'être loin de chez soi, c'est pas évident de performer sans avoir le cocon familial là. Donc je suis assez positif. Maintenant, j'attends de voir un petit peu comment va se passer la suite pour lui, parce que je pense que cette transition, je pense qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Là, pour le moment, je ne fais pas de différencier entre Wembanyama et le reste du monde. Je pense que pour tous les jeunes, c'est toujours un passage difficile. Donc voilà. Mais autrement, sur le reste, moi, je suis complètement. Non, je suis complètement d'accord avec tout le monde. Hein. J'ai pu voir sa finale l'année dernière U16. Je me souviens l'avoir vu 2 fois. Parce que voilà, c'est la première fois qu'on voyait vraiment un joueur de cette taille-là. Ouais, l'agilité, elle est impressionnante. Ce qu'il peut faire. Autant il a un physique atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais par contre, cette mobilité qu'il a avec et sans le ballon, c'est assez impressionnant. Et puis, pareil, j'ai pu voir comme tout le monde, je pense, les matchs récemment qu'il a pu faire. Ses entrées en Eurocup, comme avec la NM1 avec le Pôle France. Non, c'est prometteur, c'est sûr, c'est prometteur. On l'a vu, hein, tu parlais de la mobilité et du fait avec la balle ou sans la balle, toutes les équipes de jeunes, en tout cas à Nanterre, l'idée c'était de le laisser jouer le plus possible, de laisser le plus de liberté possible sur le ballon, justement, de pouvoir courir, de faire les contre-attaques, de mener, etc., de ne pas le brider effectivement et de ne pas le cantonner dans un poste. Donc ça, c'est ce qui sert sa mobilité aujourd'hui. On voit qu'il a pris 24 kilos en 3 ans. Entre 13 ans et 16 ans, il a pris 24 kilos. Est-ce que ça, tu parlais, Yacine, effectivement, du risque de blessure, Romain peut-être l'évoquait. Est-ce que ça, Sylvain, c'est quelque chose qu'il faut surveiller effectivement dans les 2-3 prochaines années, justement, cette prise de poids et ce développement physique pour éviter justement pour permettre cette nouvelle étape et éviter qu'il se blesse? Pour ma part, en tout cas, je dirais que c'est l'enjeu principal. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans un projet, je pense que personne ne dira le contraire là-dessus, quand tu es sur un projet, il y a un prospect qui est aussi, qu'on voit aussi haut, mais je parle. On a peut-être perdu de temps. C'est un enjeu majeur. Okay. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Comme je te disais, c'est un enjeu majeur. C'est le dernier run. En général, voilà, les derniers runs avant une draft, tu sais que tout ce qui va toucher à l'aspect physique doit être, j'ai envie de dire, surencadré. Donc c'est les dernières choses enfin, c'est surtout un des points à prévoir sur les 2-3 prochaines années. Quel est ton avis, Sylvain, sur Victor? Parce qu'on t'a pas encore entendu là-dessus. On est tous d'accord dessus. Après, je pense que mais il y a plusieurs choses. En plus, il a un physique qui est extraordinaire. On a rarement vu un physique comme ça. Et en plus, une agilité, c'est-à-dire qu'on pourrait le mettre sur le poste 1. Il a cette capacité d'avoir la balle sans qu'il s'en occupe, quoi. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qui est vraiment extraordinaire. Moi, je l'avais vu au Temple-sur-Lot, et ce qui m'avait impressionné, donc il avait 1 an d'avance, c'était sa maturité. C'est-à-dire que même par rapport à des joueurs qui étaient 1 an plus vieux que lui, il avait ce leadership. Il allait voir les joueurs, il discutait, et tu sentais qu'il avait vraiment une grosse maturité. Et donc, quand on le voit jouer aujourd'hui, moi je l'ai vu jouer c'était le Valois, je crois. Ouais, c'est ça. Il rentre en jeu, il a aucune pression. Tu sens qu'il est à sa place. Tu vois pas de. Voilà, c'est encore l'autre point qui est impressionnant, c'est qu'en plus d'avoir cette qualité physique, cette connaissance de jeu, cette habileté balle en main, c'est que, comme Romain ou Yacine ou Alain, ils en ont parlé avant, c'est qu'il a un socle familial qui est très très bon pour lui. Et en plus, je pense qu'il a, il a 1 an d'avance, je crois, c'est ça. Et mentalement, il est vraiment fort, quoi. Je le vois sur le côté avant de rentrer, il s'est tiré, il se préparait à rentrer, il va à sa vitesse. Et c'est ça qui est troublant, quoi. Il a aussi ce leadership. Tu sens, Yacine en parlait du plaisir, il rentre sur le terrain, tu sens qu'il est bien, qu'il fait son truc. Il a pas de. Il y a des jeunes qui seraient rentrés, qui auraient été un peu complexés dans un match où voilà, c'est quand même un derby, il y a un enjeu. Et quand il fait son dribble, sa fin de tir, dribble entre les jambes, il shoot. Bon, il loupe, mais il y a faute sur le tir. Tu ne le sens pas gêné de quoi que ce soit. Donc il a vraiment tout le package pour réussir
au très haut niveau. Et je pense qu'il va ouvrir des portes par son physique, par sa façon de penser, par sa taille. Il va peut-être ouvrir des portes, peut-être réinventer certaines parties du basket, mais en tout cas, il va créer quelque chose, c'est sûr. Dans le cas justement où on voit beaucoup de médias s'enthousiasmer sur le plus grand prospect jamais vu, etc., est-ce qu'il y a des pièges pour arriver jusqu'à 2023 et cette draft NBA? Yacine, tu parlais du point physique tout à l'heure, mais qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait entrer en jeu et freiner une progression qu'on imagine déjà assez incroyable? Qu'est-ce que tu penses là-dessus, par exemple, Romain, des pièges qui sont invités pour Victor Wembanyama et la suite de sa carrière? Moi, je dirais peut-être un qui est sur lequel je ne peux pas du tout me positionner parce que je ne connais pas le garçon, mais ouais, ce serait peut-être qu'à un moment donné, il est tellement en avance sur pas mal d'aspects que, comme certains joueurs un peu précoces, et je ne parle pas évidemment dans son cas, ce n'est pas une précocité physique, c'est peut-être tout simplement à mon autre une forme, hein, je dis bien une forme de satiété, une forme de, pas d'ennui, hein, c'est trop fort le terme d'ennui, mais je ne sais pas à quelle vitesse il va aller. Mais voilà, il faut en tous les cas qu'à chaque fois, il ait des challenges qui soient à la hauteur de sa progression, parce qu'on peut penser que ça va tellement vite que pour continuer à être stimulé, à aller de l'avant dans ses ambitions, ouais, il faut qu'il puisse avancer à son rythme. Alors, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce qui va l'empêcher d'avancer à ce rythme-là, mais en tous les cas, ouais, c'est peut-être le seul danger que moi j'arrive à anticiper. C'est un peu ce que tu avais dit, Sylvain, notamment dans West France à propos de Kylian Hayes, pour reprendre un exemple récent sur le fait de vouloir toujours faire plus. Comment on gère ce genre de joueur qui est surdimensionné au final pour le niveau auquel il évolue à l'instant T? Comment on gère le sentiment de satiété d'un joueur hors norme dans ces cas-là? Je pense que Romain, il a raison. Hein. C'est des jeunes qui ont cet esprit de compétition. Pour avancer, ils ont besoin d'avoir une opposition. Alors, on va parler après de la formation en France, mais là, en toute logique, il y a tout ce qu'il faut où il est. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer en championnat espoir. On lui a proposé de jouer aussi en National 1. Il joue en Jeep Elite et puis il arrive à faire des choses, mais c'est qu'il est toujours quelque chose. Donc, jusqu'à 2023, il va falloir l'occuper. Et je pense que le plus gros challenge, c'est ça. C'est-à-dire que déjà cette année, quand tu le vois jouer, tu te dis, bon, il peut faire une rotation, il peut même peut-être faire plus en Jeep Elite. Après, c'est de la constance, bien sûr. Et voilà, il peut faire des choses. Donc après, il y a la Coupe d'Europe. Après, voilà, il y a l'Euroleague. Mais il faut qu'il ait, bien sûr, une opposition qui corresponde à son niveau de jeu. Et comme son niveau de jeu, il va évoluer assez vite. Voilà. Et puis sa taille, même s'il est encore assez délié, il ne s'est pas encore rendu compte de tout ce qu'il pouvait faire. Et, bon, tout ce qu'il peut, comme on appelle ça, comme Rudy, il met des contres, mais le nombre de fois où les personnes dévient leur tir pour éviter ces contres, voilà. Et là, ça va être pareil sur les passes, ça va être pareil sur la pression sur porteur. Quand il va prendre sur les rebonds, peut-être qu'il ne va pas prendre les rebonds, mais juste sa présence, ça va. Voilà. Donc, le plus gros défi, comme a dit Romain, c'est de lui proposer quelque chose qui corresponde à son niveau de jeu actuel. Bon, avec des professionnels, ça devrait être intéressant, mais moi, je pense que le défi, ça va l'attendre 2023. Hein. Ça peut être long. Voilà. Après, je reviens, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il a des habiletés, donc il va poser des problèmes auxquels va devoir répondre son staff. Son poste de jeu, c'est quoi son poste de jeu? Là, par exemple, à un moment donné, il prend le rebond, il fait cette première passe qui va ouvrir la contre-attaque. Voilà, il change le jeu. Il change le jeu, clairement. Donc, c'est compliqué d'avoir un joueur un peu hors norme qui peut jouer partout et qui peut tout bien faire. Donc, il faut aussi que les joueurs qui soient à côté de lui, ils lui permettent aussi d'avancer. Donc, c'est vraiment un projet de club, un projet pour que Victor puisse ressortir sur le jeu. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Avec Kylian, c'était d'une certaine façon. C'est-à-dire par exemple, il jouait sur le poste 1, mais il pouvait jouer sur le poste 2. Il n'y avait pas de limite. Mais il ne fallait pas non plus aussi que les autres ils soient à côté. C'était tout de suite passe à Kylian, et puis Kylian, il fait le truc. Hein. Il ne faut pas non plus que les autres joueurs se reposent trop sur lui. Il faut vraiment qu'il puisse émerger
C'est finalement ce qu'il a fait à Ulm, hein, quand même, hein, Kylian Hayes, finalement de prendre tout et de jouer vraiment et de prendre la balle. C'est ce qui lui a permis aussi de se développer juste avant la draft. Pour ouvrir justement, on parle depuis tout à l'heure de la double licence là, entre la NM1, d'avoir l'INSEP, d'avoir ce genre de double licence. Ça permet d'évoluer dans des environnements compétitifs. Pourquoi est-ce que c'est pas fait plus régulièrement pour les joueurs? Pourquoi est-ce que c'est pas un modèle qu'on mettrait plus régulièrement pour donner du temps de jeu, pour permettre d'évoluer sur des compétitions qui sont avec des adultes, qui sont plus physiques? Je sais pas qui veut répondre, peut-être Alain pour. Oui, je veux bien. Oui, je crois que c'est toujours une question qui revient. On me l'a déjà posé plusieurs fois. Mais moi, rien ne remplace le jeu. Et je trouve que c'est une idée formidable. Et il faut la développer. C'est clair qu'on ne met pas assez fréquemment les jeunes sur le terrain. Et c'est une solution peut-être pour éviter, bien sûr, on a la pression des résultats lorsqu'on a à coacher une équipe. Mais si un jeune peut avoir une double licence, s'épanouir dans un championnat qui est un petit peu différent, voilà, c'est ce que je dis souvent moi, aux jeunes joueurs qui viennent dans mon club et puis qui sont 11e joueurs de l'équipe Pro B et qui doivent jouer en N3. Je dis, mais c'est bien, il faut le prendre comme une source de progression. Je leur demande surtout d'essayer de jouer dans cette équipe de N3 en essayant de rendre les autres meilleurs. C'est comme ça qu'ils vont développer leur jeu. Et après, quand ils reviennent au niveau des pros, c'est beaucoup plus facile. Ils prennent de la confiance, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire d'autres choses sur le terrain. Et pour revenir à Victor, je crois que le fait qu'il ait tout de suite accepté d'aller jouer avec le centre fédéral, c'est une preuve d'intelligence. Il aime le jeu, et ça c'est la première chose qu'il faut inculquer aux jeunes, c'est d'aimer le sport qu'on fait. Et il n'y a pas de niveau qui doit bloquer, il n'y a pas un niveau qui doit. Voilà, si on doit aller jouer en N1, on va jouer en N1. Si on doit jouer en Eurocoupe, on va jouer en Eurocoupe. Et c'est comme ça qu'on se développe. Je pense que le jeu est hyper important. Il ne faut pas hésiter à mettre les jeunes sur le terrain. Alors, nous, on a de la pression en tant que coach pour des résultats. Mais voilà, mais si le jeune il peut également s'épanouir à un autre niveau, c'est bien pour son futur. C'est une très très bonne remarque parce que justement j'avais une question pour Romain, toi qui as fait tes armes à l'élan entre guillemets sur toute la partie formation et qui maintenant aujourd'hui est à Limoges. Hein. Mais justement, comment est-ce qu'on peut améliorer la formation des cadres justement pour accompagner ces jeunes dans tous ces niveaux au niveau fédéral? Voilà, c'est une grande question. C'est une grosse question. Surtout que la formation des cadres, même si on y est tous passés. Et que moi j'ai toujours plaisir à intervenir, j'en suis assez quand même éloigné. Donc vraiment la formation des cadres, comment l'améliorer? Je ne sais pas, je dirais que la première chose, parce qu'on est tous passés par cette étape-là, c'est de stimuler, stimuler la passion à entraîner et les vocations à entraîner. Je pense que c'est la première étape. Alors comment le faire? Voilà, ça dépasse un peu mes réflexions, mais en tous les cas, je pense que c'est la base. Parce que je pense que tous les entraîneurs qui sont autour de la table aujourd'hui, on fait tout ce métier-là d'abord et avant tout par passion. Et alors, si on regarde le secteur de la formation, ça l'est d'autant plus. C'est-à-dire que quand on est dans ce secteur-là, la valorisation, la reconnaissance par le salaire, on a des salaires corrects sur les centres de formation, mais voilà, il y a un gros écart après avec les coachs de l'équipe professionnelle, juste raison par rapport à plein d'aspects, mais en tous les cas, il n'y a pas de valorisation salariale très forte. La reconnaissance, et effectivement, maintenant, il y a un peu plus de hype autour des jeunes joueurs, donc parfois, on a la chance d'être valorisé un peu médiatiquement, mais bon, c'est pas le fond de notre… Je pense que ce qui fait avancer tous les coachs de centres de formation qui durent, c'est-à-dire qui restent dans cette position-là longtemps, c'est parce qu'on a vraiment cette passion, cette vocation à développer des jeunes joueurs. Et ça, il faut réussir à susciter, à valoriser cette position-là, parce que malheureusement parfois, c'est une position, quand on est responsable de centre de formation, responsable technique, je parle, c'est une situation qui peut être qu'on peut occuper juste comme tremplin pour devenir assistant pro, coach pro à terme. Voilà.
Parfois, ce n'est pas contre-productif, c'est-à-dire que certains le font très bien, même en ayant cet objectif-là. Ça ne me pose pas de problème d'éthique. Mais globalement, les centres de formation qui ont bien marché, alors il y a eu différents cycles. Hein. Effectivement, il y a eu des années où Le Mans était on va dire, un peu leader. Cholet l'a été longtemps, très longtemps. Nancy l'a été un bon moment. Chalon l'a été. Enfin bref, il y a eu plusieurs cycles. Et souvent, c'était associé à un personnage qui restait longtemps, qui était installé. Alors, je ne dis pas que c'est l'unique raison de la réussite de ces centres de formation-là sur la durée, mais en tous les cas, ça a longtemps été ça. Et pour durer, il faut être passionné parce que souvent, c'est un emploi du temps très chargé, c'est s'occuper de plein de choses. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que dans les centres, il y ait des staffs très étoffés qui s'occupent vraiment de chacune des parties. Mais de ce que je peux percevoir dans toutes ces structures-là, il fallait s'occuper de beaucoup de choses, de l'aspect scolaire, de l'hébergement, de pas mal de choses logistiques, la relation avec les parents. Et puis évidemment, l'accompagnement de 20 jeunes en centre de formation, c'est hyper chronophage. C'est-à-dire que l'accompagnement, il ne se fait pas juste, on vient sur le terrain, on essaie de mener un entraînement de qualité. C'est beaucoup de temps avant, après les entraînements, et dans le suivi individualisé pour que ça fonctionne. Donc voilà, ce serait ma réponse. En tout cas, ça colle un petit peu avec l'image qu'on a aujourd'hui, effectivement, et les questions qu'on pouvait se poser avec Thomas. Donc c'est bien parce que tu as pu répondre à certaines de nos questions, mais justement, tu en as soulevé d'autres, et deux autres que j'aurais pu poser à Yacine. Du coup, qu'est-ce que tu recherches quand tu vas développer un jeune aujourd'hui? Quelles sont les qualités que tu vas rechercher chez un jeune pour vraiment le développer, où tu sens qu'il y a du talent et que tu vas l'amener à se développer? Et est-ce que les infrastructures matérielles, justement, on en parlait, matérielles et humaines, sont adaptées aujourd'hui pour les jeunes joueurs en France? Alors, je commence par ta dernière question. Est-ce qu'elles sont adaptées? Non, pas toujours. Sur le plan matériel, il y a des projets ici et là, mais ces dernières années, je trouvais qu'il y en avait très peu. J'avais en tête justement à Cholet, avec la construction du centre de formation. Alors, peut-être, Sylvain, tu pourrais nous dire l'année, mais ça remonte déjà à quelques années. Entre 2007 et 2008. Voilà. Donc ça remonte un petit peu. Là, effectivement, Villeurbanne, avec la construction de l'académie, a tapé fort avec une structure d'envergure. Mais sinon, ces dernières années, on n'entendait pas de projet structurel fort dans les clubs. Et donc, on peut penser globalement que oui, on n'est pas armé comme il le faudrait, avec ce qu'on peut attendre d'un centre de formation, à savoir une proximité, une unité de lieu entre les lieux d'hébergement, de restauration, évidemment, les lieux scolaires et la salle d'entraînement. Donc là, j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un pays qui doit avoir l'ambition de faire de la formation de haut niveau. Et puis, alors, ta deuxième question, qui est beaucoup plus complexe, savoir ce qu'on attend d'un jeune. Moi, globalement, comme tu disais tout à l'heure, Sylvain, quand on est au Temple-sur-Lot ou quand on va, en tous les cas, au premier rassemblement, au premier moment où on voit des jeunes, ce n'est pas une réponse qui va beaucoup faire avancer le schmilblick, mais en tous les cas, il faut bien prendre connaissance de ça, c'est qu'il y a une grosse partie de feeling avec les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut faire des observations les plus objectives possibles avec des grilles d'évaluation. Voilà, moi, la première chose que je faisais, c'est que je venais avec un papier libre et je me disais, OK, quel garçon me convainc, me plaît pour travailler avec lui. Et comme on va la plupart du temps, enfin, en tous les cas, moi j'étais dans ce process-là de me dire, je vais travailler avec lui 3, 4, 5 ou 6 ans. OK, même si je ne serais pas le seul intervenant, j'avais la chance à Chalon qu'on me fasse confiance là-dessus. Il faut que j'y crois suffisamment pour que tous les jours, j'ai envie de l'entraîner et qu'il se donne un maximum de chances de réussir. Je crois beaucoup à l'effet un peu Pygmalion, qui fait que voilà, si dès le départ, on a une accroche très forte avec un garçon, on peut l'emmener loin. Si dès le départ, on s'est fié à des critères objectifs, mais sans qu'il y ait une accroche, qu'elle soit humaine, qu'elle soit d'ordre du ressenti, peu importe, ou intuitive, je pense qu'il faut faire confiance à ça. Évidemment, les aspects objectifs, on les connaît tous, les aspects physiques, la technique individuelle, l'agilité dont on parlait tout à l'heure, les ressources mentales qu'on peut plus ou moins évaluer à cet âge-là, parce que, évidemment, à 14 ans, il peut se passer tellement d'évolution que ce n'est pas toujours simple d'évaluer ça, puis on n'a pas toujours les bons outils dans les centres de formation.
Voilà, mais en tous les cas, faire confiance à son. Voilà, à son. Respire, reprends ta respiration, Romain. C'était voilà, très complet. Du coup, justement, pour aller dans ton sens, ça, tu parlais effectivement du centre de formation. Là, moi, je vais faire le parallèle, c'est sur le suivi individuel. Yacine, toi, comment est-ce que tu fonctionnes du coup auprès des jeunes? Écoute, déjà, on va essayer de positionner un peu les choses. C'est que faut savoir que moi, aujourd'hui, je ne peux travailler sans les coachs. C'est-à-dire, aujourd'hui, clairement, on a des coachs comme Alain, comme Sylvain, comme Romain autour de la table. Et je peux te dire clairement qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas avancer sans eux. Clairement, c'est-à-dire que compte tenu du fait que c'est eux qui vont prendre les décisions, c'est eux qui vont donner la direction à l'équipe, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je dois forcément m'impliquer, m'intégrer en fait au projet. Pour m'intégrer, j'ai besoin en fait de connaître, comment dire, de savoir ce que veut le coach exactement, savoir quelles compétences on va essayer de développer. Mais c'est pas moi qui vais décider ça tout seul. C'est quelque chose qu'on va devoir partager tous ensemble. Alors forcément, c'est toujours très intéressant et compte tenu du fait que Romain soit aussi expert avec moi, il sait très bien que voilà, ça fait toujours l'objet des débats et de dire voilà, moi je vois ça comme ça, toi tu vois ça comme ça et c'est un échange et c'est justement ce qui rend les choses enrichissantes au final parce que l'idée c'est de dire ok, on va déterminer en tout cas un fonctionnement, un process avec le joueur, mais dans tous les cas on doit tous se mettre d'accord sur la direction à prendre sur le plan technique. Voilà, donc ça c'est ce qui va me concerner. Sur le plan physique également. Donc, c'est-à-dire qu'également le préparateur physique va être autour de la table. Et pour te donner quelque chose de plus, tu vois, de plus peut-être un peu plus juste sur, par exemple, ce que je vis actuellement, Romain étant en charge aujourd'hui de l'attaque sur l'équipe professionnelle, moi, je suis en rapport en direct avec Romain, c'est-à-dire que non seulement on va devoir travailler sur les compétences et développer techniquement le joueur tous les jours, mais il va falloir également à un moment donné recontextualiser toutes ces compétences dans le jeu. Et pour ça, je ne peux pas le faire sans le coach. Là, on n'est pas sur mon feeling, on n'est pas sur ouais, je vois ça les choses comme ça. Non, non, là, clairement, on est pragmatique, on est factuel. Et là, c'est là où Romain va me donner les directions. Il va me dire là, voilà comment ça, voilà ce qu'on veut en fait sur ce tel play, voilà comment on veut fonctionner là-dessus, voilà comment on voit les choses. Donc, si tu veux, déjà, pour moi, Yacine Awadi qui va décider, de tout ce qui. Voilà, qui va décider tout seul, clairement. Donc, aujourd'hui, en tout cas, quand on accompagne un joueur, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est déterminer les priorités. On les partage également avec le joueur, donc c'est pas unilatéral, c'est clairement un partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur comme Ludovic Beyers, par exemple, dans le quotidien, on a non seulement déterminé des priorités techniques avec les coachs, mais on les a également partagées avec lui. Et bien évidemment, vu qu'il est au centre, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, ne jamais oublier que le joueur il est vraiment au centre de ce projet-là. Donc, s'il ne s'approprie pas les choses, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. On va faire du surplace. Donc, on les partage avec lui, on les discute. Et à partir de là, écoute, on met les choses en place, des routines de travail, des entraînements individuels s'il y a des aspects techniques très précis à travailler. Il y a des programmes également qu'on fait dans le quotidien. En fait, ce qu'on essaye de faire en tout cas, du côté de Limoges, en quelque sorte, il y a un temps de travail, le temps de travail collectif est dédié à la tactique, tout simplement. Et tout ce qui va être en dehors du temps collectif, donc de ces entraînements, de l'entraînement de l'équipe, va être de l'ordre technique ou physique. Et à partir de ce moment-là, on prend la décision de tout individualiser. Donc, c'est très rare de voir, Romain m'arrête, mais c'est très rare de voir du travail de poste par poste sur un entraînement collectif. C'est très, très rare. Parce que tout ce qui est de l'ordre du technique se fait en dehors de l'entraînement collectif. Et tout est individualisé. Ce qui permet en même temps, voilà, ça nourrit de l'échange avec les coachs, ça nourrit de l'échange avec les joueurs. Et en même temps, l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs de leur propre projet, quoi. Et qu'on est sensible aussi à leurs qualités, mais qu'on a aussi des attentes et que si tout le monde est sur la même longueur d'onde, forcément, on avance beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. C'est quelque chose qui est appliqué au niveau de l'effectif pro à Limoges ou également aussi sur les espoirs aussi? Alors aujourd'hui sur le centre de formation,
c'est quelque chose, et là je rejoindrai encore une fois plus ce qui a été dit par Sylvain et Romain, mais aujourd'hui, pas encore. C'est quelque chose auquel on travaille dessus. Alors, si tu mets de côté le contexte actuel, je te dirais simplement que là, ça demande tout simplement du temps, ça demande des effectifs, parce que aujourd'hui à Limoges, sur l'effectif pro, on est 4, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on aimerait avoir la même démarche envers le centre de formation, mais ça demande du temps. Donc, en tout cas, il y a des échanges. Donc, aujourd'hui même, le staff professionnel est impliqué dans la formation des joueurs, c'est-à-dire, on parle clairement des U18 et du U21. Donc, on est impliqué, on décide de ces choses-là également avec le coach des espoirs et le coach des cadets. Mais aujourd'hui, sur la structure et sur la manière d'amener en tout cas les choses, on n'est pas encore à ce niveau-là. Pas encore, on voudrait, mais c'est comme tout, ça prend un peu de temps, quoi. C'est comme tout. Est-ce que du coup, Sylvain, pour toi qui est sur les catégories plus jeunes, est-ce que c'est aussi une démarche que tu entreprends avec ton équipe ou tes équipes? Oui, clairement. À l'AB, ils ont cette volonté-là de mettre une ligne directrice entre les différentes catégories, que ce soit sur le projet de jeu collectif ou sur un projet de jeu individuel. Donc c'est quelque chose qui, comme dit Yacine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas mal de temps, il faut se mettre d'accord. Il y a tellement de façons de jouer au basket que, voilà, après, dans l'évolution des jeunes, il y a tellement de choses que tu dois mettre en premier plan. Alors il y en a d'autres qui le mettront en premier, d'autres qui le mettront en deuxième. Donc c'est vraiment pas simple parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au basket. Après, je voulais juste dire, voilà, moi j'ai vu Limoges jouer cette année. Quand je vois Jerry, alors je sais pas du tout ce que vous faites. En tout cas, je pense que vous travaillez bien. Quand on voit Jerry qui arrive en équipe de France, quand on voit l'impact qu'il a eu entre la saison dernière et encore cette année, voilà, moi ça me fait vraiment plaisir hein, parce que c'est des joueurs français. Quand on voit le roster un peu de Limoges, hein, avec le poste 4, le poste 3, enfin voilà, ça fait plaisir à voir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et quand on voit les coachs aussi, on parle de formation de jeunes, mais là, à Limoges, il y a Romain qui a eu aussi de très bons jeunes qui sont en NBA. Ou, quand je pense à Mathias Le Sort, voilà, c'est sorti avec Romain à Chalon et puis Maxence. Et puis on a le coach principal qui a fait aussi des seniors et puis des jeunes. Donc voilà, quand Yacine vous parlez des jeunes, voilà, si vous n'y arrivez pas vous, je ne vois pas beaucoup de clubs qui peuvent y arriver. Après, du côté de Limoges, on reste un jeune club dans la formation. Il ne faut pas l'oublier. Tu vois, on n'est pas encore. Voilà, je pense qu'il y a des aspirations plus hautes, c'est une évidence. Mais je disais tout à l'heure, ça prend du temps. Et on a comme a dit tout à l'heure Romain, entre ce qu'on a pu voir à Cholet, ce qu'on peut voir à Cholet, même tout simplement, et au Mans, ou encore ce qu'a pu faire Romain à Chalon. C'est sûr qu'on aspire, on aspire à aller vers ces clubs-là, sur ce qui se fait au niveau de la formation. Et l'arrivée de Romain, l'arrivée de Romain, elle est aussi dans ce sens-là, ce qui nous apporte également cette expérience-là, apporte cette expérience de formation, mais également sur l'approche qu'on a avec les joueurs dans le quotidien. Donc c'est très bien pour nous. Et puis évidemment, comme tu as dit, le fait d'avoir Mehdi Marie qui est passé par les catégories aussi jeunes, c'est vrai que tu as un œil, on va dire que son œil ratisse assez large. Voilà, il a une perception, il connaît les catégories jeunes, il sait comment ça fonctionne, et forcément, ça nous permet d'avoir, ça nous procure de l'élan forcément dans ce qu'on fait dans le quotidien, c'est sûr. On parlait de l'exemple tout à l'heure de Jerry Boutielé qui était passé par la Pro B, et aussi l'exemple de Mathias Le Sort qui avait notamment gagné à Chalon avec Romain pour le Trophée du Futur et le championnat Espoir. Le championnat Espoir, il est beaucoup décrié en ce moment, de manière globale, au niveau de la qualité du jeu. Est-ce que le passage du championnat Espoir vers un niveau Pro B, Pro A à l'heure actuelle, est-ce que cette passerelle-là, elle est adaptée? Je me demande notamment ça à Alain qui a notamment Florian Léopold qui était à Cholet ces 3 dernières saisons pour répondre à mon interrogation. Oui, c'est sûr que
il y a un fossé, c'est exact qu'on récupère. Déjà, c'est une chance que Cholet m'ait prêté Florian, et ça, je les remercie. Mais il y a un fossé, mais ce fossé, il se remplit très vite, hein. Moi, je vois Florian, on est au mois de fin novembre, et en l'espace de 3 mois, il a pris déjà de l'assurance, il emmagasine un QI basket qui est intéressant, il progresse de semaine en semaine, et je compte vraiment sur lui dès qu'on aura repris le championnat pour qu'il m'amène un plus au niveau du secteur intérieur. Voilà, c'est un garçon à fort potentiel, mais jusqu'à maintenant, il avait besoin de connaître je dirais la rigueur du monde pro, la justesse de ses choix, la prise de décision qui doit être plus rapide qu'en espoir. Le fait de se frotter tous les jours à Jérôme Cazeneuve qui a du métier, qui a du vice, voilà, ça fait progresser. Mais c'est comme a dit tout à l'heure sur la formation, les précédents coachs, ils ont tous dit qu'il faut s'approprier le projet, quoi. Si le joueur n'a pas envie, on ne va pas y arriver. Florian, dès qu'il y a une séance facultative individuelle, il est présent. Donc il a envie, il est au cœur du projet, et c'est la première des choses. On ne peut pas réussir, on ne peut pas faire avancer un jeune s'il n'a pas acquis déjà cette volonté de vouloir performer à plus haut niveau. Il faut avoir des objectifs. Je pense que j'ai eu Lucas Ergotte, pareil, je l'ai mis sur le terrain très vite parce que le garçon avait envie de progresser, mais c'était quelqu'un qui savait où il était et où il voulait aller. Et ça, c'est primordial. Si le joueur n'est pas mature, n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires et à se mettre des objectifs raisonnables, bien sûr, on ne peut pas y arriver. Mais nous, on est là. Moi, je dis souvent, je suis un accompagnateur. Tout le travail a été fait par les formateurs. Nous, on récupère des garçons qui sont forts athlétiquement, qui sont forts techniquement. Après, il faut les accompagner pour les mettre dans un collectif. Et ça, c'est du pain béni pour nous, parce qu'on a des joueurs qui ont déjà des qualités énormes. Et après, c'est plus qu'à les mettre un petit peu, je dirais, dans le droit chemin. Mais s'ils sont positifs et volontaires, la partie est gagnée. C'est aussi une démarche de la part du coach et de l'accompagnateur, comme tu disais aussi, de vouloir responsabiliser et donner du temps de jeu aussi à des jeunes joueurs. C'est peut-être aussi un point qui peut être aussi amélioré pour les années à venir aussi. On a le problème des résultats, c'est un petit peu on a toujours moi moins que les autres, mais parce que j'ai un âge avancé, mais c'est vrai que le coach qui a en charge une équipe a besoin de résultats, et des fois il n'ose pas mettre le jeune sur le terrain parce que faut gagner le match, il a la pression, et c'est un petit peu ce qui le retient. Donc après, c'est un luxe lorsqu'on peut le faire. Moi, je me mets la pression que je veux bien, et puis ça marche. Donc, j'ai eu ces dernières années beaucoup de chance avec des Body en Massa, avec des Lucas Ergotte, avec Florian. Je suis sûr qu'il va percer et que je le garderai qu'un an, parce que l'année prochaine, peut-être que je l'ai récupéré, peut-être qu'il aura d'autres ambitions. Mais voilà, c'est un luxe de pouvoir travailler avec des garçons comme ça. On parlait du temps de jeu, justement, il y a beaucoup de oui beaucoup de têtes qui se hochaient dans ce sens-là. Quand on a une génération, je m'adresse plutôt à Romain et éventuellement aussi, et surtout à Sylvain aussi dans ce cas-là, quand on a des générations de joueurs espoirs comme on a eu à Chalon dans les années 2013 ou comme on a à Cholet sur la deuxième partie des années 2010, comment on arrive à gérer le fait de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde sur l'étape d'après, sur la partie pro. On voit que à Chalon, ça a pu se suivre. À Cholet, ça a été un petit peu plus difficile. Comment on peut parvenir à faire fructifier des résultats espoirs à un niveau pro pour l'équipe Fagnon? Dis, Sylvain. Je pense que c'est compliqué. Chacun fait son boulot, quoi. Toi, ton but, c'est de présenter à l'équipe, au coach pro, des joueurs qui sont capables de jouer. Donc, ça passe des fois par les résultats, ça passe des fois par des performances individuelles. Après, Alain, il le dit, hein, c'est le coach pro qui peut faire la bascule et puis dire, ben voilà, je te prends. Mais je veux dire, chacun son boulot. C'est pas dans c'est pas dans mes compétences de dire au coach pro, bah là, il faut que tu le fasses jouer.
Là, il est bien. Au contraire, on a la chance d'avoir un coach pro qui vient. Je pense que on parlait de Limoges, je vais rester sur Limoges, mais voilà, je pense que Mehdi, il regarde les matchs des espoirs et puis il est capable de dire, tiens, là, lui, il bosse bien, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu. Ou alors, ça se passe sur des rassemblements, des coachs pro qui viennent voir, qui vont à Bourges, qui vont à l'INSEP pour voir l'évolution des jeunes, ou qui suivent un peu les jeunes, pas au quotidien, mais sur les matchs, et puis ils vont dire, tiens, celui-là, il mérite, il est vraiment volontaire. C'est plus le coach pro dans son feeling qui va donner ou pas donner des choses. Après, en tant que coach espoir, tu peux aller le voir, tu dis, si on parle de Kylian, voilà, moi, en termes de position, moi je suis au taquet, je ne peux pas lui proposer autre chose. Donc là, c'est à la structure, c'est aussi à la structure, au président, c'est un projet de club de dire, là, on a un jeune, on parlait de Victor tout à l'heure, qui est hors norme, ça va aller certainement plus vite que Monsieur Tout-le-Monde. Donc là, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on lui propose quelque chose qui corresponde à son niveau de jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pour le coach espoir, tout à l'heure, Romain, il disait par rapport à... Le coach pro, il a un vrai statut. Le coach espoir, je pense qu'il en a un autre qui est un peu plus bas. Et de par ce fait, tout à l'heure, on parlait que le championnat espoir était un peu décrié. Je ne pense pas que les coachs espoirs ils aient une grosse présence dans le basket français. Donc, c'est vraiment le coach pro qui détermine un peu la stratégie du club. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Limoges, parce que voilà, ils ont la chance d'avoir deux cadres qui ont eu des jeunes joueurs. Et tout à l'heure, on parlait en off avec Romain, mais moi, je suis ravi de voir Ludovic, Timothée. Voilà, ça fait plaisir, mais on voit aussi des joueurs français. On parlait de détection, mais quand je vois Jerry jouer, tu as l'impression qu'il joue que sur ses points forts. Voilà, tu te dis, mais comment tu vas l'arrêter? Parce qu'à chaque fois, il est sur ses points forts. Je zappe le nom du shooter, là, mais qui est très bon en ce moment. Voilà, qui a fait un début de saison, mais vraiment Anthony Truant, il est que sur ses points forts. Tu te dis, voilà. Après, c'est la force du coach de mettre tout le monde sur ses qualités et de masquer les points d'amélioration ou les faiblesses. Mais c'est le coach pro qui détermine la stratégie. Et comme disait Yacine tout à l'heure, tu es vraiment en relation avec lui pour dire, lui, je veux qu'il fasse ça. Mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est pas le coach espoir ou le coach décalé. Au niveau Romain, si tu veux compléter. Non, moi, je perçois bien ce que dit Alain, à savoir qu'on est quand même sur, je dirais, là, sur les quelques dernières années, on est en plein dedans. Je trouve il y a un renouvellement des coachs pro, voilà, un renouvellement un peu de génération. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes coachs en Pro A, en Pro B, et que certainement, moi qui ai fait quelques va-et-vient entre l'équipe pro et le centre de formation, je me rends bien compte à chaque fois que j'ai basculé sur l'équipe pro, même en tant qu'assistant, qu'effectivement, l'attente n'est pas la même et que la pression est différente. Donc, impossible de juger quelconque collègue, mais pour dire que ça peut expliquer le fait que la prise de risque en mettant des jeunes joueurs sur le terrain, elle est un petit peu moindre en ce moment, et ça se comprend tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est une des explications. Et puis l'autre explication, c'est certainement que le championnat espoir, il a quand même souffert de jeunisme. C'était déjà un peu le cas il y a quelques années, où on pouvait l'observer que globalement, il y a de plus en plus d'équipes espoirs. Et nous, on l'a fait à un moment pour une bonne raison, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup d'études secondaires à Châlons. Donc, on avait tendance à dire que les garçons qui voulaient faire des études et qu'on ne considérait pas comme étant des futurs pros à coup sûr, on ne les conservait pas. Donc, on faisait jouer parfois des cadets assez tôt. Et c'est une tendance qui beaucoup de clubs y ont cédé. Et du coup, le championnat espoir, il s'est rajeuni globalement dans les âges. Et puis, du coup, il y a aussi quelques garçons, entre ceux qui partent au Pôle France, quelques-uns là, parmi les dernières générations qui vont à l'étranger aussi. Il y a pas mal qui vont en Espagne. Fait que petit à petit, oui, ce championnat, il s'est un petit peu appauvri. Et du coup, la marche, elle devient énorme, quoi. Entre
entre le centre de formation, enfin l'équipe espoir, pardon, et la Pro A, ça devient énorme. Est-ce Donc que- parfois un peu basiquement, on dit ah bah, c'est bon, c'est la Pro B qui doit prendre ce créneau-là. Ça marche pour certains d'entre eux, mais des fois la case Pro B, elle est aussi trop haute pour ces garçons-là. Donc c'est pas simple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, j'utilise le mot problème, mais est-ce qu'il n'y a pas la question de l'unité des clubs de basket français justement sur cette catégorie où en fait les clubs ne partagent pas tous la même vision de cette catégorie de jeunes et qui finalement dessert un peu les autres clubs aussi qui veulent faire évoluer leurs jeunes, qui vraiment se projettent sur cette compétition? Si, mais ça globalement, ça a à peu près toujours existé. Maintenant, il faut qu'il y en ait une majorité qui soit dans cette démarche-là, d'avoir des ambitions concernant la motivation. Et quand on perd cette majorité, et parfois on le ressent un peu là, oui, là, ça devient compliqué. Alors après, est-ce qu'il faut structurer différemment, faire en sorte que les meilleurs joueurs soient regroupés à différents… Ça, c'est un projet qui, je me souviens, il y a 15 ans, c'était un projet fort qui est de dire on rassemble les meilleurs à différents endroits, avec plusieurs pôles France ou avec plusieurs, peu importe, et puis on les met en compétition avec effectivement des équipes de N1 ou de N2. Bon, des projets, il y en a plein, mais en tout état de cause, je pense qu'il y a encore moyen, toujours avec le championnat espoir, de faire un travail de qualité. Mais il ne faut pas oublier que les joueurs américains qu'on accueille tous, ils ont fait la fac et ils sont sortis, pour la plupart, à 23-24 ans, et qu'ils ont bénéficié d'années de formation en plus. Après, le championnat NCAA, il est aussi décrié sur certains aspects, mais en tous les cas, ils ont eu du temps pour se développer. Nous, il faut que les jeunes il faut qu'ils soient prêts assez jeunes. Et des fois, on se rend bien compte qu'il y en a qui passent même par la Nationale 1 et qui arrivent à revenir vers la Pro A. Je pense, on a joué il n'y a pas longtemps contre Boulogne, donc je pense à ça y est, shooter qui est passé par Chalon. Rousse. Non, il m'en voudra, j'espère qu'il n'écoutera pas l'émission. Pinot, non, pas Michel. Ouais, Pinot, voilà, exactement. Bastien Pinot, qui était espoir à Pau et qui est. Voilà, là où Konaté, pareil, est passé par la Nationale 1, par la Pro B et ensuite par la Pro A. Donc, ils arrivent à revenir au plus haut niveau français, mais bon, voilà, ils ont dû ramer. Alors, peut-être que c'était leur histoire aussi, qu'il fallait faire ce processus-là. Mais bon, on peut se dire que pour moi, le potentiel, il est toujours existant. Il y en a partout. Il y a des garçons avec du potentiel partout. Maintenant, le meilleur chemin pour aller jusqu'en Pro A, nourrir la Pro A régulièrement, il n'est pas évident. Et pour terminer, on parlait de l'exemple tout à l'heure de la génération qu'il y avait à Chalon ces années-là. Longtemps à Chalon, on s'est dit, mais c'est dommage, ils sont tous arrivés en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu 5-6 garçons qui sont en Pro A maintenant. Et on a eu une part de chance qui fait qu'ils sont arrivés en même temps. Et du coup, c'est un peu… arriver tout en même temps sur l'équipe pro, c'est difficile pour le coach pro d'avoir autant de jeunes joueurs. Donc, on a dû en prêter. Yacouba Ouattara, malheureusement, il a jamais vraiment joué à Chalon, alors que maintenant, c'est un garçon qui a bien évolué. Donc, faut pas… il y a aussi une part de… C'est un problème de riche à ce moment-là. Il faut juste faire en sorte que on n'ait pas de gros coups de mou avec des générations où là, il n'y a aucun garçon qui peut y arriver, quoi. J'ai une question justement sur ça. Alain, tu évoquais tout à l'heure la pression que pouvaient avoir certains coachs des résultats, sur la pression collective. Du coup, est-ce que c'est compliqué de trouver un équilibre entre justement cette pression du résultat collectif et le fait de développer un joueur, de lui donner des minutes? Tu en parlais tout à l'heure, c'était compliqué de faire rentrer des joueurs en fin de match parce qu'il faut absolument gagner, il faut avoir la victoire. Mais quand on voit Théo Malédon à Lasvel qui a eu du temps de jeu un petit peu l'année dernière, qui a un peu plus de mal à en avoir depuis les derniers recrutements, qu'on voit Kylian Hayes qui est obligé entre guillemets de partir à Ulm pour pouvoir avoir du temps de jeu, vraiment avoir le ballon en main. Victor qui, lui, pour le coup, va jouer un peu plus ou peut-être un peu plus vite dans l'effectif de Nanterre. Comment on peut trouver cet équilibre? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que il y a le résultat qui prime. C'est clair que après, je pense que vraiment, c'est peu importe l'âge, peu importe. Pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de valeur technique, de valeur collective. Si le joueur est prêt à jouer, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 16 ans, qu'il ait 35 ans, voilà, il y a des joueurs qui durent et qui sont encore très bons à 35 balais, et puis tu as un gamin
à 20 ans est capable de jouer en du pays. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le risque, il faut avoir, je dirais, les coronesses pour ce qu'a fait Mitrovic la première année avec Malédon. Malédon, il l'a mis, il avait 18 ans. Enfin, je ne sais pas quel âge il avait. Il fait une très bonne première année. La deuxième année, il a été mis en concurrence avec d'autres joueurs. Et je dirais que c'est peut-être le joueur qui a également baissé un peu de pied. Bon, il y a un conflit entre Villeurbanne et Mitrovic, donc je ne vais pas me mêler de ça, mais voilà, on ne connaît pas toutes les raisons qui ont poussé peut-être Mitrovic à moins faire jouer Malédon. Est-ce que Malédon était moins bon Est-ce que, oui. est-ce que Alain, c'est lié, est-ce que ça serait lié aussi, en partie, au projet du club, à la vision qu'a le club et aussi à la vision qu'a pu exprimer le coach auprès du club? Parce que c'est forcément porté aussi par les deux parties. C'est les deux parties qui ont porté un projet et en plus, ils ne sont pas tombés d'accord à la fin. Donc, et les joueurs, je dirais, s'est trouvé entre le marteau et l'enclume. C'est peut-être lui qui en a fait les frais, alors que le projet de Villeurbanne, c'est bien sûr de grandir, c'est bien sûr l'Euroleague, c'est bien sûr des choses comme ça. Et le coach devait assumer ce projet-là. Et Malédon s'est retrouvé dans une situation qui était un petit peu peut-être difficile et peut-être pas. Il n'a peut-être pas encore les épaules pour l'assumer. Et la concurrence a fait que il a baissé un peu de pied. Peut-être que lui s'est un petit peu découragé. Peut-être que je suis mal placé pour juger tout ça. C'est vraiment. Mais c'est sûr que l'avenir du joueur dépend vraiment effectivement du caractère du coach. Est-ce qu'il est capable d'imposer son point de vue? Et puis, bien sûr, de l'ambition du club d'atteindre tel résultat. Après, il faut que tout se mette en ordre pour y arriver. Alors, on l'a vu, hein, malheureusement, ça a un petit peu pénalisé Théo Malédon sur sa draft, hein, puisque du coup, il a un tout petit peu reculé par rapport à là où on pouvait l'attendre. Oui, oui. Et notamment nos compères d'envergure. Le podcast est dédié à ça, justement, sur le développement des jeunes et sur la draft. Le voyait un tout petit peu plus haut, peut-être en fin de premier tour et peut-être pas en début de deuxième. Ouais, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente. T'as un avis là-dessus, Sylvain, toi, de ton côté? Je pense que Alain, il a expliqué, et là, il y a un conflit entre le club et puis un entraîneur, donc c'est difficile de... Pas forcément de Malédon, mais au sens plus global, hein, pas forcément que sur l'Asvel, hein, sur le fait de comment trouver son équilibre entre la pression du collectif et le fait d'arriver à intégrer des jeunes joueurs dans l'effectif pro. Ouais, c'est une bonne question. Dans l'ensemble, comme ça, de l'extérieur, il faut vraiment qu'il y ait un projet de jeu pour des joueurs. Romain, il a dit, quand on en a plusieurs qui arrivent en même temps, ça peut vraiment être compliqué. Mais bon, je crois qu'il y a longtemps, en Pro B, il y a eu les Cadillac Kids qui étaient sortis tous en même temps et qui jouaient en même temps. Après, tu as une prise de risque qui est sûre. Alain, il parlait de Coronès. Il faut pouvoir le mettre dans le jeu. Il faut être capable de l'encadrer. C'est-à-dire que si tu le mets trop tôt aussi, tu peux le cramer. Tu as une partie psychologique qui est quand même importante dans le lien entre le coach et le joueur. Quand Philippe Hervé était à Cholet en lançant Abdou, il avait vraiment préparé le groupe. C'était un projet de club, quoi. Philippe avait fait en sorte que tout le monde pas fasse la place à Abdou, mais intègre Abdou comme un joueur professionnel, avec ses qualités de jeune joueur, mais aussi avec ses défauts. Des fois, il pouvait perdre un ballon, des fois, il pouvait... Mais il pouvait aussi faire de très belles choses. Donc, c'est vraiment un projet global. C'est pas le projet que d'une seule personne. Tout le monde doit être derrière, que ce soit l'assistant ou l'entraîneur individuel du joueur. C'est vraiment un projet global. C'est pas que un. Donc, il faut vraiment que le joueur, il a dit Yacine, il soit au cœur du projet, mais qu'il y ait un projet aussi avec le club pour sortir le joueur. La difficulté, c'est vraiment quand on en a plusieurs, parce que c'est rare de pouvoir mettre 5 jeunes joueurs sur le terrain. Et puis l'autre difficulté, c'est aussi que les joueurs... Alors c'est bien d'avoir un joueur d'expérience, je crois que je ne sais pas quel âge a Conklin, mais quand on voit peut-être le rapport qu'a Conklin avec son énergie et ce qu'il peut diffuser dans le relationnel, en tout cas de ce que ça dégage, quand j'ai vu le match, voilà, tu as vraiment l'impression que
Victor est dans le truc et que les autres joueurs se rendent compte qu'il peut les aider, et il pourra faire des erreurs, mais qu'il peut aussi les aider et qu'ils sont prêts à faire le pas avec lui, quoi. C'est pas que le jeune joueur, c'est pas que le coach pro, c'est vraiment un effort collectif. Il y a un point sur lequel, Romain, tu parlais tout à l'heure du championnat espoir avec le projet, un projet passé de regrouper tous les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes et les faire évoluer face à des équipes de N3, N2, N1. Le phénomène de regroupement, à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression de le revoir. On voit plutôt beaucoup de jeunes qui commencent à prendre d'autres voies que celles de l'INSEP, éventuellement des clubs. Et on voit un phénomène grandissant de joueurs qui, à la sortie de l'INSEP, partent en NCAA. Et en fait, je voulais savoir ma question, c'était pour Yacine, pour savoir comment tu analysais ce phénomène-là. Est-ce que justement, c'est cette fuite, entre guillemets, de certains talents comme les Sarr, les Ouedraogo vers le continent américain, comment on peut expliquer ça? Par un défaut de concurrence, on va dire un manque d'infrastructure chez nous, un meilleur suivi scolaire chez eux? Comment on peut voir ça d'un point de vue individuel? Moi, je le perçois un peu comme une forme d'échec. Moi, je te le dis pour parler vraiment franchement, je vois ça comme un échec de voir aujourd'hui des joueurs qui préfèrent prendre du temps de jeu à l'étranger, parce que clairement, quand tu discutes avec des joueurs qui partent sur des destinations comme Megalex ou encore comme des universités, d'autres universités en première division, la première chose dont ils parlent, c'est alors évidemment, quand on parle d'université, on vient de parler du cursus scolaire, parce qu'il y a un aménagement scolaire qui est peut-être plus abouti parce qu'il y a beaucoup plus de moyens. Ça, l'aspect économique, tu peux pas le mettre de côté. Mais il y a aussi la volonté d'aller chercher des minutes, de jouer. Et moi, j'ai cette sensation, c'est que quand je vois des joueurs partir, pour moi, il y a une forme d'échec. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Romain l'a très bien dit, Sylvain aussi, Alain l'a dit aussi. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut, en tout cas ici, pour proposer du temps de jeu, pour proposer des projets solides, tu vois, à nos jeunes joueurs. Après, moi, je suis le premier à te dire, je le comprends pas. Hein. Donc, je le comprends pas. Et moi, aujourd'hui, même un joueur qui souhaiterait, je sais pas, je pense que ça nous est tous arrivé. Voilà, on est face à des joueurs qui ont des projets très ambitieux, d'aller en draft. Et moi, je lui déconseillerais de partir, d'aller se noyer dans la masse en NCAA, par exemple. Je déconseillerais. Il y a une stat qui a été relevée par Nicolas Mathieu, du coup, que vous devez sûrement tous bien connaître, qui analysait que sur les 256 joueurs qui sont non-américains, qui ont évolué en NBA, il y en a 18 seulement qui sont sortis de la NCAA contre 213 qui venaient d'un club européen, donc du continent européen. C'est quand même une statistique. Moi, je l'ai découvert tout à l'heure, là, on en a discuté avec Thomas. J'ai complètement bloqué sur ce chiffre-là. Est-ce que ça, les jeunes qui partent, parce que là, on parlait effectivement de Sarr, de Ouedraogo, mais il y a aussi Tilly, Ayayi, Ponce, Diabaté, il y en a beaucoup. Est-ce que tous ces joueurs-là, ils sont au courant de ce genre d'informations et ils passent outre en se disant, de toute façon, moi, je vais réussir, moi, je vais être pris et il y a Alain qui voulait peut-être. Oui, juste intervenir sur une chose qu'on n'a pas parlé, je trouve qui est importante quand on parle des jeunes et des choix qu'ils font. Et il y a un paramètre qui joue beaucoup là-dedans, c'est l'agent du joueur. Il y a vraiment trop. Je pense on parlait justement de Victor qui est bien conseillé, bien entouré et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui font beaucoup de mal, qui ne donnent pas les bons conseils. Et pour moi, c'est une des choses peut-être dans la formation qu'on oublie. Et malheureusement, on a beau parler avec le joueur, essayer de le conseiller, de lui dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que là, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, tu pourras travailler dans de bonnes conditions. Il vaut mieux peut-être aller rester à Limoges plutôt que d'aller te perdre dans une petite fac de NCAA. Mais ça, je pense que les agents sont fautifs. Pas tous, hein. Il y a des vrais pros, il y a des mecs qui suivent leurs joueurs. Mais pour moi, il y a aussi
un mal de ce côté-là. Enfin, pour moi, c'est pas toujours les bons conseillers. Donc, et les parents, bien sûr, si on les caresse dans le bon sens du poil, ils vont aller dans le sens de l'agent et les joueurs suivent. Donc, moi, c'est une des choses que je voulais ajouter. Je vous ai coupé, excusez-moi, mais je crois que c'était important d'en parler parce que je trouve que c'est important dans la formation du joueur, voilà, qu'il soit bien conseillé. C'est tout. Du coup, Yacine, tu voulais dire quelque chose en complément? Déjà, pour Juste commencer, pour là, préciser, il m'a ôté les mots de la bouche. Mais, juste pour préciser ça un truc, Yacine, effectivement, l'agent, en tout cas le rôle d'agent, effectivement, il y a de tout. C'est pas forcément le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais effectivement, il est important pour faire garde-fou. Quand c'est bien fait, c'est un très bon garde-fou. Quand c'est mal fait, ça peut, ou l'entourage, quand c'est mal intentionné, ça peut évidemment impacter la carrière de quelqu'un. Yacine, Non, mais pardon, excuse-moi. c'est valable pour tout le monde, hein. Comme il y a des bons entraîneurs et des mauvais entraîneurs, hein. C'est pas que. C'est pour tout le monde pareil, hein. Tu as des parents qui vont pouvoir accompagner le mieux qu'ils peuvent, et ils le feront très bien. Tu as des parents qui vont être derrière, qui vont être supporters et qui finalement vont desservir l'enfant. Comme tu as des bons entraîneurs, des mauvais entraîneurs. Et des fois, la réalité d'aujourd'hui, ou ce que tu peux percevoir, elle peut un peu être faussée, quoi. Donc, c'est difficile aussi de voir un joueur sortir. Moi, j'avais joué contre Maxence. On avait perdu en demi-finale d'un tournoi international à Cholet. Et il y avait Bouteille, il y avait Le Sort et il y avait un meneur de jeu, je ne me rappelle plus. Mais alors, il les faisait jouer à la baguette. Et quand je les ai vus jouer. Théo Lefebvre, c'était Théo Lefebvre. Voilà, Théo Lefebvre. Et ben, tu te dis, bon, Théo, il va sortir. Et puis finalement, sur les trois, il y a eu Mathias, il y a Axel Bouteille. Et Théo, il a eu peut-être un peu moins sa chance, mais à cette époque-là, voilà. C'est aussi ce que tu peux voir. Je pense que la force d'un parent, la force d'un joueur ou d'un entraîneur, c'est de voir un peu plus loin, voir très loin, et de voir comment il peut émerger au plus haut niveau plus tard. Et là, malheureusement, même si tu es plein de bonnes intentions, tu peux te tromper. C'est-à-dire que c'est pas forcément des compétences, des fois, c'est aussi une vision. Je sais pas si je suis assez clair. Si. Il y a tout le monde qui hoche la tête autour de cette visioconférence qui n'est pas une table, mais tout le monde hoche la tête ici, donc je pense que tout le monde était en accord avec ce que tu disais. Et Yacine, du coup, on t'a coupé 2-3 fois. Vas-y, à toi. Mais pas de souci, au contraire. Bien au contraire, non, mais déjà pour dire que je rejoins Alain pour commencer sur cet aspect-là, mais bien évidemment, Sylvain a raison sur le fait de dire qu'il n'y a pas de vérité. Par contre, clairement, là-dessus, je le rejoins à 100% quand il parle de vision, parce que je pense que pour rejoindre un petit point qu'avait mis en avant Romain tout à l'heure, à savoir que c'est important d'avoir des coachs qui s'installent dans le temps. C'est-à-dire d'avoir des... Moi, je le dis clairement, c'est de dire aujourd'hui, il faut avoir des coachs qui s'inscrivent dans un projet sur non pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais sur, j'exagère, mais Romain, il est resté, arrête-moi, à 19, 20 ans à Châlons. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de rester autant dans un club, c'est sûr, mais il faut s'inscrire. En tout cas, il faut avoir des coachs dans ces conditions-là pour que justement, ils aient une vision. Justement, comme Alain aujourd'hui est installé à Saint-Chamond, moi je sais pas, quand j'entends parler d'Alain, forcément, elle a travaillé dans d'autres clubs, mais aujourd'hui c'est difficile de dissocier Saint-Chamond d'Alain, quoi. C'est difficile. Comme ça a été pour moi très difficile de dissocier Romain de Châlons quand je l'ai vu arriver à Limoges, forcément. Donc, et c'est pareil pour Sylvain. Et je pense que c'est par justement cette approche-là qu'on peut avoir une vision à long terme. Et avoir une vision à long terme, c'est indispensable. Moi, aujourd'hui, je te l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas travailler sans ça. C'est impossible. Aujourd'hui, j'entends que le coach pro, vous savez que le coach pro, il va et vient. Le coach pro, il est là 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je dis ça pour une grande partie, je dis en majorité sur les clubs de Jeep Elite. Mais on a quand même plus de chances d'avoir un coach, je dis un coach directeur du centre de formation qui va rester beaucoup plus longtemps, qui va comprendre la culture du club et qui, lui, va pouvoir s'inscrire dans ces projets dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je dis, moi,
Moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je le dis parce que quand j'ai commencé dans le métier d'entraîneur individuel, j'ai travaillé en travaillant pour un seul joueur. J'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé aux États-Unis avec Mbah Moute, après je suis parti en Turquie. Et il y a un moment donné, j'ai rencontré des limites. Les limites, elles étaient où? Quand on veut travailler sur les compétences d'un joueur, comment on peut faire sans avoir l'aval du head coach et de son staff? Comment on fait si on n'est pas si on collabore pas dans le quotidien? C'est difficile. On navigue à vue quand on travaille à ce moment-là avec le joueur. On navigue à vue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec une équipe, je travaille au CSP. C'est parce que j'ai très vite vu ces limites-là et je me suis dit non, je peux pas continuer de cette façon-là. Il faut absolument que je m'inscrive dans le projet d'un club, d'une équipe. Donc, non, moi, c'est ma perception en tout cas. Et voilà, il n'y a pas de vérité sur les parcours de chacun. Il y en a qui sont partis, ça a très bien fonctionné, d'autres qui sont restés, ça a peut-être moins bien fonctionné, d'autres qui sont restés et ça a cartonné. Donc, il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de vérité. Mais je répète que voilà, je suis toujours embêté de voir des joueurs partir, toujours, parce que je pense que quand je vois des joueurs exploser ailleurs, j'ai toujours le sentiment qu'ils pourraient exploser chez nous. Maintenant, moi, la perception que j'ai des compétitions, quand tu parlais du championnat espoir, on parle aussi du championnat Pro B, j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui, le championnat espoir, ça devient un championnat, je m'excuse pour le terme, peut-être cadet plus, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, comme a dit Romain, il s'est rajeuni. On va voir des joueurs cadets, on va dire, assez dominants jouer sur les catégories espoir. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui dominent très clairement cette catégorie-là, aujourd'hui, je leur conseillerais d'aller en Pro B. Moi, en tout cas, c'est parce que pour moi, c'est fait partie une des principales manières de se rapprocher de la Jeep Elite. Parce que quand tu discutes avec les joueurs, il y a quand même une réalité, c'est qu'ils te disent toujours la même chose. Ils te disent tous, quand tu fais ce passage-là, en tout cas de espoir à pro, à Jeep Elite, pro, j'ai envie de dire Pro B, Jeep Elite pour moi, ou alors encore quand ils sortent de l'INSEP et qu'ils arrivent sur la Jeep Elite, ils te disent tous pareil, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et pour aller vite, enfin, pour en tout cas s'adapter et réussir, il faut absolument travailler le plus rapidement possible avec une équipe professionnelle. C'est la seule manière de le faire. Aujourd'hui, Timothée Truzol, il a connu une année difficile l'année dernière, mais parce qu'il sortait de l'INSEP et comme il le disait lui-même, ça allait très très vite et il lui a fallu un moment pour s'adapter. Et on est encore, bien sûr, on est loin d'être arrivé, on est en chemin. Je pense qu'on a pris le bon wagon, mais ça prendra un peu de temps. Je pense que la Pro B, c'est en tout cas, c'est une solution en tout cas pour moi qui est intéressante et la meilleure exploitée actuellement. Après, sur le championnat espoir, moi je pense que c'est encore un championnat où on progresser, se construire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix et les orienter assez rapidement vers la Pro B. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour ceux qui en sont capables, bien sûr. Pour finir un petit peu, j'aimerais bien avoir une réaction de votre part sur justement ce championnat espoir. Donc, il y a eu un comité directeur hier pour justement, je sais pas si je pense que vous avez tous eu les informations, et il y aurait 16 rencontres à partir du 12 décembre jusqu'au 8 mai. D'accord. Et après, il y aurait un tournoi final. Est-ce que c'est un nombre de matchs qui est suffisant pour cette année 2020 pour développer la QV actuelle en espoir? Romain, du coup, peut-être. Non, clairement non. Il faut prendre en compte que la génération-là, elle aura fait une saison en deux saisons finalement, entre le confinement de l'année dernière et celui de cette année. Donc, quelque part, ça coûte. Évidemment, je n'ai pas de doute que les entraîneurs travaillent et que les jeunes réussissent malgré tout à s'entraîner, mais ça a forcément un impact sur leur développement, quoi qu'il arrive, parce que Alain le disait en tout début, rien ne remplace le jeu. Et moi, qui étais pourtant un fervent défenseur de l'entraînement sur le nombre de matchs, des fois, je trouvais qu'en jeune, il y avait la tentation, et il y a toujours la tentation, en particulier aux États-Unis, de jouer beaucoup et du coup, de s'entraîner moins. Et c'était une réflexion qu'on avait souvent concernant les jeunes qui sont cadets et espoirs. Est-ce que les faire doubler, ça les rend meilleurs ?
on peut penser que oui, évidemment, mais à quel rythme et à quelle dose? Ça, là, pour moi, il faut bien y réfléchir parce que jouer en cadet et en espoir le week-end, ça veut dire le lundi ne pas s'entraîner, ça veut dire le mardi peut-être parfois gérer un petit peu la charge. Bref, ça a des conséquences sur l'entraînement. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ouais, certainement, il n'y aura pas assez de matchs. J'aimerais, pendant que j'ai la parole, juste revenir sur la bascule entre les jeunes entre les catégories de jeunes et l'équipe pro. Pour moi, une des clés, c'est de réussir à stabiliser un point fort à l'approche de l'équipe professionnelle pour pouvoir être, entre guillemets, utile et se donner un rôle assez facilement, et pour que le coach pro, il ait une projection facile de se dire, OK, tel garçon, il peut m'amener ça, ce sera stable, ce sera sûr. Et je trouve que pour un coach pro, c'est rassurant, plutôt qu'un garçon qui sait faire beaucoup de choses, mais sans forcément au départ, en tous les cas, les faire très bien à ce niveau-là, puisque effectivement, le niveau de jeu, l'adaptation au niveau de jeu, elle prend du temps. Mais quand on a un point fort, c'est plus court, cette adaptation, elle est plus courte. Et je me souviens des années à Châlons où, globalement, Greg Beugnot, au-delà d'être le coach pro, était le garant du projet de formation que le club avait. Et souvent, la première année, je repense à Nicolas Long dont on parlait tout à l'heure, Nicolas, il a fait une année espoir, une deuxième année, je ne crois même pas complète. Et surtout, il a passé une saison ou une saison et demie à être qu'avec les pros, à jouer très très peu. Alors, ça c'est discutable ou pas, mais en tous les cas, il jouait très très peu. Par contre, il s'entraînait tous les jours avec eux. Et progressivement, Greg Beugnot l'a mis sur le terrain à tel point que l'année d'après, ça y est, il jouait 10 minutes complètes. Donc, c'était une transition qui se passait surtout en termes d'entraînement. Et pendant ce temps-là, Nicolas, il bossait. Et surtout, au départ, alors qu'en espoir, Nicolas, il jouait meneur de jeu et il jouait des pick and roll et tout ça. Pendant cette année ou cette année et demie de transition, Greg l'a focalisé sur son point fort qui est le tir, évidemment. Et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière, globalement. Là où nous, sur les jeunes, parfois, on fait des fausses routes qui sont plus ou moins souhaitables. Mais en tous les cas, on va essayer de développer certains garçons sur différents aspects. Et on se rend compte que ce qui fait qu'à mon autre, il joue et il performe en pro, c'est avant tout certains points forts. Voilà. Donc, je voulais revenir un peu là-dessus en ayant bien conscience que les jeunes, pour qu'ils puissent être utilisés par un coach pro, il faut qu'ils réussissent à mettre en avant certains points forts, sans que ce soit une limite dans le développement. Voilà. Ce serait une erreur aussi à 14 ans de dire, OK, toi, tu sais faire ça, on met le paquet là-dessus. Je pense qu'il faut réussir à jongler, et toujours en prenant compte que chacun des joueurs qu'on a, tu en parlais tout à l'heure pour les critères de recrutement, ils sont tous différents, et il faut qu'on arrive à être assez fin pour se dire, OK, dans le recrutement et dans le développement, tel joueur, on va faire comme ça, tel autre, on va faire différemment pour qu'il réussisse son parcours. Est-ce qu'il y a des réactions? Parce que là, on est arrivé au bout de notre échange. Est-ce qu'il y a des dernières réactions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, l'un de vous quatre, ou Thomas éventuellement? Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Vas-y, Sylvain. On a parlé un peu de détection tout à l'heure, et là, en plus, Romain, il parle de points forts. Je pense que c'est important que le joueur il ait un point fort, au moins. Ça, c'est sûr. Et c'est important aussi qu'il en ait conscience. Dans la détection, alors pour passer de joueur, on va dire, bon joueur espoir à joueur professionnel, la marche elle est longue, mais c'est vrai que quand on sait faire quelque chose bien ou très bien, tout de suite on peut avoir un impact dans le jeu, on peut aider l'équipe, d'accord? Donc voilà, moi je pense que c'est important. Il y a aussi le plan mental. Je l'avais dit tout à l'heure, quand j'avais vu Victor au temps de Charlotte, j'avais aimé son leadership. Et il y a des qualités des fois qu'on ne fait pas assez attention dans le recrutement. Et je trouve que le leadership, que ce soit aussi, tout à l'heure, Alain, il parlait de Florian Léopold, il a une volonté et un physique aussi qui lui permet d'être au taquet tous les jours. Mais surtout, il a faim. Et je pense que c'est des fois des qualités qu'on peut omettre ou qu'on met de côté en voulant mettre tout sur le physique ou tout sur l'adresse. Et pour moi, chez les jeunes, c'est important de voir cette potentialité-là.
Yacine en est la preuve. Il y a maintenant beaucoup de démarches qui sont faites par rapport au club sur le travail individuel. Et il y en a un peu moins sur tout ce qui est le travail mental. Et je trouve que c'est un peu le bas qui blesse. Et toujours après, on parlait du championnat espoir et de la difficulté des fois qu'on pouvait avoir sur la lisibilité, l'utilité. Et ce que je trouve important dans l'évolution d'un jeune joueur, du moins quand j'étais le coach des espoirs ou des cadets à Cholet, c'est d'alterner entre le fait d'être dominé et dominant. C'est-à-dire qu'on parlait de Victor, à partir du moment où il domine, il faut lui donner à manger pour qu'il aille au-dessus, parce que sinon il va s'ennuyer, comme disait Romain. Si par contre il est dominé de la tête et des épaules, ça peut arriver, il faut absolument qu'il puisse jouer un niveau en dessous pour qu'il puisse sortir la tête de l'eau et voilà, mettre en valeur ses points forts. S'il ne peut pas mettre en valeur ses points forts, on va aller à l'échec obligatoirement, hein, puisqu'il va prendre la marée, il ne va plus trouver de plaisir. Alain l'a dit aussi, c'était quelque chose qui était important, qui doit dominer dans l'aspect du jeu. Donc c'est vraiment alterné pour la formation d'un jeune joueur entre dominé et dominant. Et puis, on parlait aussi d'individualiser le projet avec Yacine. C'est dans le travail, mais aussi, on a parlé de Victor au départ, mais voilà, si tu ne fais pas ça avec Victor, en sachant qu'il va brûler des étapes par rapport à d'autres, eh ben, tu vas dans le mur. Mais c'est aussi un projet de club. Tout à l'heure, on parlait d'Alain, de la pression que tu peux avoir quand tu mets un jeune joueur, parce que tu as une obligation de résultat. Si c'est le projet du club aussi, finalement, pour l'entraîneur, c'est aussi un peu plus facile. C'est aussi un peu plus compréhensible aussi par rapport aux autres joueurs pros qui peuvent aussi ne pas comprendre comment on peut faire jouer un joueur qui a 16 ans ou 17 ans, alors que moi j'en ai 25 ou j'en ai 30. Voilà, c'est aussi l'avenir du club, l'avenir. Et ça, c'est aux dirigeants de mettre le là, de mettre leur exigence dans ce qu'ils veulent mettre en place. Et puis le dernier, si je reviens sur Romain, je pense que on est tous plus ou moins d'accord, mais la notion de temps, c'est-à-dire que dans le recrutement, dans les centres de formation, si on a un coach qui est là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il peut vraiment marquer quelque chose. On l'a vu, nous, avec Jean-François Martin à l'époque, on l'a vu avec Romain à Chalon, on l'a vu avec Le Mans, avec, je vais appeler son nom, mais qui est là depuis un moment. Voilà, qui est là depuis un moment. Et tu sens vraiment que ces personnes-là, elles sont garants du projet. C'est-à-dire que peu importe l'entraîneur des cadets, l'entraîneur des minimes, même si c'est bien, je suis plus pour qu'il reste, tu peux avancer, tout le monde avance dans le même sens. C'est-à-dire que ce que toi, tu peux voir, Romain l'a dit, si tu vas au Temple Charlotte, il y a un gamin qui va te plaire, il faut aussi qu'il plaise aux autres entraîneurs du staff. S'il ne leur plaît pas, du coup, ils vont être moins investis. Donc, c'est vraiment un projet global. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est garant du recrutement, garant de la philosophie de jeu, garant de la structure, etc., c'est vraiment un gros plus. Donc, je sais, enfin, voilà, c'est les points que je voulais dire un peu, puisqu'on parlait aussi de formation en France. C'est des points qui sont, pour moi, essentiels. Et bien sûr, Alain disait une notion d'agent, mais je pense, voilà, c'est à chacun de faire la part des choses. Et même si les intentions, des fois, elles sont bonnes, il faut mettre des compétences absolument. C'est des compétences qui vont être déterminantes dans le choix pour le jeune joueur pour arriver le plus haut possible. Voilà. C'était un beau complément, Sylvain. On a l'impression que tu as noté tous les points de ce podcast et que tu as apporté ton petit point complémentaire sur cette conclusion. Non, c'était très intéressant en tout cas. Merci messieurs. Merci pour cet échange. Merci d'avoir donné du temps pour cette émission. J'espère qu'elle sera écoutée par le plus de monde possible et qu'on aura beaucoup de réactions sur tout ce que vous avez pu nous expliquer, nous présenter, donner vos visions sur la formation et sur l'accompagnement des joueurs.